Salut les investisseurs, on continue notre revue du CAC 40 pour le mois d'avril. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et on s'attaque à la dernière tranche du CAC 40. Donc on commence du 31 et on va terminer au numéro 40, trié par capitalisation boursière. Je vous ai préparé la watchlist. Comme d'habitude, on passe en revue les différentes métriques. Le ticker de l'entreprise, le nom de l'entreprise, l'industrie dans laquelle elle opère, la capitalisation boursière en dollars, puisqu'on n'a pas en euros ici, la croissance du chiffre d'affaires sur 5 ans, la valeur d'entreprise sur EBITDA, le price earning pour avoir un multiple de flux, des multiples de bilan également, ça peut servir éventuellement. On a le rendement des capitaux investis, le rendement des fonds propres, ça c'est pour les sociétés plutôt financières, mais on n'en a pas dans la liste, l'endettement de l'entreprise, le rendement du dividende s'il y en a un, le rendement de l'actionnaire s'il y a des rachats d'actions, enfin ça inclut dividende et rachat d'actions. Le free cash flow, on l'a pas ici, dommage, c'est un bug de l'outil actuellement. On fera 100. On a le bénéfice net, mais qui ne sert à rien, parce que d'habitude on compare au free cash flow. Et on a le payout ratio, mais on ne pourra pas vérifier si c'est correct par rapport au free cash flow, puisqu'on paye les dividendes et les rachats d'actions avec les free cash flow, pas avec les bénéfices nets. Et le payout ratio se mesure via les bénéfices nets. Allez, ceci étant dit, on commence tout de suite par la première entreprise de cette tranche. On est sur ST Microélectronique, le spécialiste des semi-conducteurs, très orienté automobile, donc c'est pour ça qu'il souffre en ce moment. On est sur 21 milliards de dollars US de market cap, une croissance du chiffre d'affaires, un rythme annualisé sur 5 ans de 6,8%, des multiples qui sont plutôt, alors pour ce qui est de la valeur d'entreprise sur EBITDA, c'est plutôt value, on a 5,1, en price earning on a 14. Il faudrait regarder en price to free cash flow, il faudrait voir si l'entreprise est en phase de génération de cash, vu qu'on a un bas de cycle. Dans ce cas-là, on pourrait trancher pour savoir si la valorisation est plutôt value ou pas. Parce que si on prend un price earning de 14, c'est pas value pour moi. Value en price earning, on devrait être en dessous de 10. On est sur vraiment des capitaux investis qui a plutôt moyen, on va dire 6,4%, c'est pas énorme. Il y a un dividende qui est payé à 1,7% de rendement, il n'y a pas de dette, donc on est cash net sur ST Microélectronique, ça c'est un bon point pour le dossier. Le rendement de l'actionnaire à 3,4%, donc il y a des rachats d'actions, ça c'est intéressant. Le payout ratio à 18,5%, donc on a largement les moyens de payer ce dividende et de faire des rachats d'actions. Donc ça c'est pas mal, ça rend le dossier un peu attractif, mais alors, à voir. Donc ça peut être intéressant si on vérifie que les free cash flow, les prices au free cash flow est en dessous de 10. Si vous vérifiez ça de votre côté, je pense que ça se regarde. Maintenant, attention, on est très exposé au secteur auto qui est en grande souffrance et encore pour pas mal de temps à mon avis. Donc voilà, plutôt dangereux à analyser de plus près ST Microelectronics. Ensuite, on est sur Bouygues, on est sur un conglomérat qui fait de la construction, du BTP, mais aussi des médias avec TF1. Donc on est et aussi également des télécoms, donc énorme conglomérat. On est sur 15 milliards de dollars US de market cap, une croissance du chiffre d'affaires sur 5 ans de 8,4%. En valeur d'entreprise sur EBITDA, on est value à 5,1 fois. Le price earning, lui, il n'est pas value à 13,8. Il faudrait vérifier par rapport au free cash flow. On a vraiment des capitaux investis qui est faible. 5,25%, c'est pas très bon. Il y a un peu de dette en plus sur le dossier, à 1,7 fois la dette nette sur EBITDA. On a un rendement du dividende à 5,4%, ça c'est pas mal, avec des rachats d'actions, puisqu'on a 6% de rendement d'actionnaire. Le payout ratio est élevé à 68%, donc il faudrait vérifier par rapport au free cash flow si ce versement de dividende est soutenable. Voilà, Bouygues, à mon avis, intéressant pour peut-être un rentier, mais il faudrait vérifier aussi si on est value en termes de multiples, parce que le price earning me semble élevé. Ensuite, on est sur Renault, donc secteur automobile, moi j'en suis à l'écart. On est à 15 milliards de dollars US de market cap, il n'y a pas de croissance sur 5 ans, les multiples sont hyper élevés, dis donc 11,3 fois la valeur d'entreprise sur EBITDA et 19 en price earning. Pour une société de cette qualité aussi faible, c'est pas terrible. Maintenant, il y a une décote sur les actifs tangibles, mais peut-être que c'est justifié, peut-être que en fait ces multiples sont bas parce qu'on est en très bas de cycle et ça va se reprendre et on a une décote sur actifs tangibles. Moi je ne le pense pas, je pense que le secteur automobile est parti pour s'offrir pendant encore longtemps. Bon, malgré tout il y a une bonne rentabilité opérationnelle avec 8,4% en rendement des capitaux investis. La dette nette est hyper élevée, 7,8 fois, mais vérifiez si cette dette inclut des loyers. En norme IFRS, on peut avoir des loyers qui sont comptés comme de la dette alors que ça n'en est pas vraiment. Donc retraiter ce chiffre-là, je pense pas qu'on soit à ce niveau-là non plus. Rendement du dividende à 4,5%, rendement d'actionnaire à 5% quasiment, donc il y a des rachats d'actions sur Renault. Le payout ratio il est à 71%, donc ce qui est un peu élevé, à vérifier par rapport au free cash flow, mais si free cash flow
les free cash flow sont équivalents au bénéfice net, ce niveau de dividende n'est pas soutenable sur le long terme, à mon avis. Donc Renault plutôt à l'écart, hein, pas terrible. Ensuite, Unibail Rodamco, donc là on est sur le secteur des centres commerciaux, donc c'est plutôt de l'immobilier. 12 milliards de dollars US de market cap, pas de croissance sur 5 ans. Je sais pas comment ça marche, la croissance sur les rates, donc à vérifier. Les multiples sont au plafond, c'est 20 en termes de valeur d'entreprise sur EBITDA et 78 en price earning, donc c'est hyper élevé. Maintenant on a une décote sur les actifs, donc sur l'immobilier qui est détenu, donc ça apporte une marge de sécurité sur le dossier. Les rendements, moi je pense qu'il vaut mieux regarder un rendement des fonds propres sur ce type de société, mais je maîtrise pas l'analyse, hein, donc si vous en savez plus, dites-moi en commentaire. Mais les rendements en tout cas, les rentabilités sont faibles, il y a beaucoup de dettes, mais ça c'est normal, c'est inhérent à ce type d'activité. Il y a un dividende de 4,5%, un rendement actionnaire à 3,8%, donc les actionnaires sont un peu dilués sur ce titre. Le payout ratio est hyper élevé, donc il faut vérifier, il faudrait avoir les free cash flow pour vérifier. Bon, moi de toute façon j'aime pas ce secteur, hein, j'aime pas l'immobilier en règle générale, donc plutôt à l'écart de Unibail Rodamco. Ensuite on est sur Accor, on est sur un gérant hôtelier, une market cap de 11 milliards de dollars US, on est sur une croissance de 6,7% sur 5 ans, ça c'est pas mal. Les multiples commencent à être un peu élevés, hein. Maintenant on est à 11 en valeur d'entreprise sur EBITDA, quasiment à 20 en price earning. Un rendement des capitaux investis qui est à 6%, ce qui est plutôt moyen, hein, c'est pas très bon ça. Il y a 2 fois la dette nette dans l'EBITDA, donc ça reste gérable comme niveau d'endettement. Un dividende de 2,85% et un rendement actionnaire à 5,3%, donc il y a des rachats d'actions assez massifs sur Accor. Le payout ratio est à 52,6%, donc il faudrait vérifier par rapport au free cash flow, mais j'ai l'impression qu'en fait, donc ce niveau de dividende est complètement soutenable et que le reste des free cash flow, on l'utilise pour faire des rachats d'actions. Donc ça augmente le rendement de l'actionnaire. Maintenant, la valorisation est un peu élevée. Là, on est plutôt sur un dossier, j'ai du mal à dire que c'est un dossier de qualité parce que le rendement des capitaux investis est quand même faible. Donc il y a un peu de dette. Donc je savais pas trop où classer Accor. Je pense que bon, c'est pas assez qualitatif et c'est un peu cher maintenant. Eurofins Scientifique. On est sur un spécialiste, un industriel de la biologie. On est sur 10 milliards de dollars US de market cap. On est sur une croissance de 8,8% sur 5 ans. Ça, c'est en rythme annualisé, hein, sur 5 ans. Donc ça, c'est pas mal, hein, c'est une bonne croissance. Une valeur d'entreprise sur EBITDA de 8,4, mais un price earning de 28,2. Donc, on se paye un peu cher en price earning. Il y a un problème de conversion de l'EBITDA en bénéfice net. Donc, il faudrait voir qu'est-ce qu'il en est en termes de free cash flow. Est-ce qu'on est sur un multiple un peu plus bas que ça? On a un rendement des capitaux investis qui est moyen, à 8%. Donc, bon, c'est convenable, on va dire. 2 fois la dette nette en EBITDA. C'est un niveau qui reste gérable. Le rendement du dividende n'est pas très attractif à 1,2%, mais il y a des rachats d'actions sur l'entreprise puisqu'on a à 4,3% en rendement de l'actionnaire, avec un payout ratio de 37%, donc toujours pareil, à vérifier par rapport au free cash flow, mais on pourrait facilement augmenter ce dividende, ou alors, c'est ce qui est très bien aussi, on peut conserver cette répartition pour faire massivement des rachats d'actions, ce qui est plus efficient que de verser un dividende. Donc Eurofins, ça, c'est pas si mal, même si ça se paye un peu cher, mais il y a de la croissance. C'est pas si mal, hein, Eurofins, en fait. Carrefour. Pour Carrefour, je vais vous mettre un multiple différent des autres. Comme ça, vous allez voir un peu une façon d'évaluer différente pour ce type d'entreprise. Alors, on va mettre le price to sales et on commence d'abord par la market cap. On a 9 milliards de dollars US de market cap pour ce spécialiste de la grande distribution. La croissance en rythme annualisé sur 5 ans est pas très élevée, à 3,3%. On est sur une valeur d'entreprise sur EBITDA de 5,5, donc c'est value. Alors le price earning il est pas trop value, par contre on a 12,8, donc pareil, il faudrait vérifier par rapport au free cash flow, mais les free cash flow sont bien plus élevés que les bénéfices nets de mémoire, donc on est très décoté. Et autre multiple intéressant, le prix par rapport aux ventes. Alors, petit aparté, pourquoi c'est intéressant le prix par rapport aux ventes? C'est ce qui est analysé dans le livre What Works on Wall Street, qui est une compilation d'études statistiques sur les meilleures stratégies value, les meilleures stratégies d'investissement en fait globalement de stock picking. Et c'est William Higgins qui en parle. Selon lui, en fait, la meilleure stratégie, c'est la décote sur vente. Et là, donc, sur Carrefour, vous avez la décote la plus historique qu'ait jamais eu le groupe. On est à 0 une fois les ventes. Donc, on est décoté sur la valeur d'entreprise sur EBITDA. Sur price earning, on n'est pas value, mais en price to free cash flow, il faudrait vérifier, mais je pense qu'on est value. On a une décote en plus sur le bilan. Maintenant, il faut voir de quoi sont composés les actifs. On n'a pas de décote sur les actifs tangibles. Hein. Et on a un rendement des capitaux investis qui est médiocre, on va dire, à 5,4%.
un rendement de l'actionnaire. Alors on est cash net sur Carrefour, évidemment, vu qu'on a BFR négatif, on n'a pas du tout besoin de s'endetter, sauf ponctuellement pour faire des acquisitions. Un rendement du dividende à 7%, un rendement d'actionnaire à 15%. Donc rachat d'actions massif sur Carrefour, ils ont annoncé, donc le rendement du dividende est aussi élevé parce qu'ils ont annoncé un dividende spécial. Alors ça, peut-être que ce sont les chiffres passés, à vérifier. Ça, c'est les chiffres sur 2024. Vu qu'il y a une nouvelle taxe sur les rachats d'actions qui est passée en France, ils ont dit qu'ils allaient privilégier les dividendes, un dividende spécial pour 2025. Donc de mémoire, on doit être plutôt à 10% de rendement du dividende ou 9% pour 2025, ce qui est énorme. Donc Carrefour, à mon avis, voilà, là c'est plutôt pour être sur de la value. On n'est pas sur, donc c'est un peu plus risqué que un dossier, on va dire croissance, qualité, ou etc. Mais ça peut être intéressant. Edenred, on est sur le service, on va dire, aux entreprises, donc c'est tickets resto et compagnie, c'est avantages salariés. C'est une industrie que je trouve vraiment assez qui ne devrait pas exister puisque c'est un marché captif, régulé, complètement en fait administré par l'État, même si la boîte n'a pas l'État au capital, mais c'est un faux marché en réalité. Mais si vous passez outre cela, on est sur une market cap de 8 milliards de dollars US, on est sur une croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans de 11% quasiment, 9,7 en valeur d'entreprise sur EBITDA et un price earning de 16. Donc on n'est pas forcément value sur Edenred, on est sur plutôt, on va dire, de la qualité, un rendement de capital investi à 13%, donc ça c'est quand même élevé, et un peu de dette sur le dossier à 1,6 fois la dette nette sur EBITDA, avec un rendement du dividende à 3,8% et un rendement de l'actionnaire à 8%. Donc il y a des rachats d'actions assez massifs sur Edenred. Le payout ratio est soutenable à ce niveau-là, à vérifier par rapport au free cash flow, mais donc Edenred, si vous vous intéressez à ce secteur-là, bon, c'est une boîte, on va dire, qualitative. Téléperformance, bon, je la suis en long, en large et en travers sur la chaîne, puisque je suis actionnaire. On est sur le leader mondial des centres d'appel, de l'expérience client et de l'externalisation de process métier. C'est donc en fait la grande famille des professional services. Les clients sont les grands groupes. On est sur 6,3 milliards de dollars US de market cap. Une croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans de 14%. Donc ça, c'est quasi exclusivement de la croissance externe, par contre. Donc il y a la fusion avec Majorel. Il y a une acquisition fin 2024 également avec ZP. Donc on est sur quelque chose qui n'a plus vraiment de croissance organique, mais plutôt une croissance externe. Alors, on est à 5,5 en valeur d'entreprise sur EBITDA. Le price earning, il est à 11,8, mais c'est pas ce multiple qui est intéressant sur Téléperformance parce qu'on génère beaucoup de cash, plus de cash que de bénéfice net. Le multiple qu'il faut regarder, c'est les price to free cash flow. On est les free cash flow sont à 1,5 milliard. Donc c'est très simple, vous êtes à peu près 4,5 en termes de price to free cash flow. Donc énorme décote sur le titre, c'est pour ça que j'en suis actionnaire. Pourquoi c'est décoté ? Parce que le marché a peur que l'entreprise se fasse disrupter par l'IA. Donc à voir si c'est vraiment le cas. En rendement des capitaux investis, c'est plutôt moyen, 7,7%. On est à 2 fois la dette nette sur EBITDA. Donc c'est un niveau de dette qui est un peu lourd, mais pas préoccupant non plus. Un rendement du dividende à 4,25%. Un rendement actionnaire à 6,84%, puisqu'il y a des rachats d'actions sur Téléperformance. Alors rien n'a été annoncé encore pour 2025, donc c'est quelque chose qu'il va falloir suivre cette année. Le payout ratio à 44%, il est très soutenable parce que les free cash flow sont plus élevés que les bénéfices nets, donc on a largement de quoi verser ce niveau de dividende et faire des rachats d'actions sur Téléperformance. Vivendi, on est sur, donc là c'est plutôt un conglomérat des médias. C'est un dossier un peu spécial, on est sur 3 milliards de dollars US de market cap, une décroissance très forte, donc il y a eu des cessions d'actifs en fait sur Vivendi depuis 5 ans. On est sur une valeur d'entreprise sur EBITDA de 8,6 fois, les price earning est négatif, n'est pas défini puisque les bénéfices nets sont négatifs. Donc rien que pour ça, il vaut mieux se tenir à l'écart de ce dossier. On n'achète pas des entreprises qui font des pertes. À vérifier par contre si les free cash flow sont bien présents. S'ils sont présents, dans ce cas-là, il faudrait regarder la décote par rapport au free cash flow pour vérifier. Mais on voit que si c'est ponctuel ces pertes, c'est pas très grave. Si on a les free cash flow de manière structurelle, ça c'est plutôt bien. Donc à analyser le plus près pour Vivendi, mais bon, je pense que c'est pas très intéressant comme dossier. Conclusion de l'analyse. Alors, en fonction des profils, si vous êtes un investisseur dans la qualité, vous pouvez prendre Eurofins et vous pouvez prendre Edenred. Vous pouvez prendre également Accor, avec un bémol, c'est un peu moins qualitatif que les deux autres. Pourquoi pas ? Si vous êtes un investisseur dans les dividendes, vous pouvez prendre Bouygues. Si vous êtes un investisseur plutôt value, mais plutôt value qualité,
pas qualité, vraiment value, on peut prendre Carrefour et on peut prendre Téléperformance. J'espère que cette revue vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.